le débarquement de Normandie dans mon appart. Voilà, on ne peut pas visiter les sites, on peut aller nulle part, on va le faire d'ici, de mon appart. Chapitre 2, on a vu au chapitre 1, le 19e siècle, la création d'empires incroyables, du moins leur agrandissement à perte de vue, et puis on arrive au 20e. Et là, ça commence à être serré un peu. Comme on le disait, il n'y a plus de nouveaux endroits à envahir, il n'y a plus de nouveaux marchés, les choses stagnent, on commence à se regarder, on se sent à l'étroit, on se sent confiné dans nos empires. Entre autres, le plus petit à peu près des empires européens, c'est l'Allemagne. Ils sont rentrés les derniers dans le jeu, ils sont un petit peu en retard là-dessus, et du coup, ça serait facile de les prendre ceux-là. 2012-2013, les généraux anglais passent leur temps à rappeler au gouvernement que voilà un objectif facile. Bon, le roi d'Angleterre est le cousin direct du Kaiser. Ils se revoient toujours, c'est la famille, tout ça, mais bon, on ne va pas mélanger famille et affaires, d'accord? Le fait est que les tensions montent de part et d'autre, l'Allemagne aussi, et tout le monde a envie. Tout le monde veut en découdre. En fait, il faut voir que tout le monde pense que ce sera facile, tout le monde pense que ce sera rapide. On a depuis longtemps des guerres qui durent 2 semaines, 2 mois, et puis on veut y aller. Voilà, faut voir les journaux de l'époque, les journaux 1913, 1914, sérieux là, que ce soit France, Belgique, Allemagne, Angleterre, tout le monde veut y aller, et tout le monde veut y aller bientôt. Il y a des petits incidents qui arrivent, qui se créent peut-être un peu, et puis on est prêt, on veut y aller, on y va. Ça sera pas long, on va leur montrer, ça fait longtemps qu'on le montre à tout le monde, on semble oublier que ça fait longtemps qu'on mène des guerres contre arc et flèche, et que cette fois-ci, tout le monde est égaux. Ça va être plus compliqué que prévu, et finalement, c'est hors contrôle. 4 ans plus tard, 20 millions de morts plus tard, on est en état de choc. L'Europe est en ruine. Il faut un coupable. Il faut un coupable. Qui est-ce qui est coupable? Qui est-ce qui est toujours coupable? Eh bien, c'est pas compliqué. Le coupable, c'est toujours celui qui a perdu. En l'occurrence, là, celui qui menait les perdants, c'est l'Allemagne. Alors, l'Allemagne est coupable. Du coup, on va se faire un petit traité à Versailles. On va dire, bon, voilà, on en prend des grands morceaux, on les donne à tous les voisins. Et puis, on va se prendre un droit sur les ressources naturelles. Vous n'avez plus d'armée. Et, oh, vous allez payer pour tout. Tout est en ruine, vous devez tout réparer. Comme si c'était possible. Tout est en miettes, tout est en ruine. C'est impossible qu'un seul paye pour ça, mais ils ont perdu. Alors, l'Allemagne doit payer. Avec le crash de 1929, sérieusement, en Allemagne, on meurt de faim. Quand on a créé une situation intenable, par définition, elle ne peut pas être tenue. Du coup, il faut une solution, il faut quelque chose. Le problème est radical, il faut une solution radicale. Qui l'offre? Le national-socialisme, avec Hitler à sa tête. Ce sont les seuls à arriver avec au moins un discours de solution. On va s'en sortir, on va faire quelque chose, on va leur montrer, on va se relever. D'accord? Tout le monde n'est pas d'accord avec la violence du discours, mais avec l'idée, c'est le seul qui arrive avec autre chose que tant pis, c'est un mauvais karma, notre destin est fini. Particulièrement la jeunesse qui entend ça et à qui on propose enfin autre chose que de baisser la tête et de subir. Relevez-vous, soyez fiers, soyez forts, on va prendre notre place et on va leur montrer. L'Allemagne est prête à ça. Et voilà que l'Europe est prête à la suite de la Première Guerre mondiale. En fait, c'est la guerre mondiale 2.0. Prochain chapitre, la grande répétition. Espagne, Tchécoslovaquie, Pologne. Merci.